Que s'est-il passé au cours des dernières 48 heures? C'est un peu similaire à ce qu'on avait vu avant le cessez-le-feu. Il y a eu l'opération dans le sud d'Ispahan, puis Donald Trump est intervenu en annonçant soudainement 2 semaines de cessez-le-feu. Ensuite, il y a eu l'opération Liberté. Et plus tard, Donald Trump a parlé d'un nouveau cadre publié par Axios, un document que du côté iranien, on a rejeté en disant qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'Axios avait publié. Alors, que se passe-t-il en ce moment? Quelle est votre lecture de la situation? D'un côté, beaucoup de gens en Iran pensent que la guerre approche et se préparent à un conflit majeur. De l'autre, on voit ces discussions, ces tentatives de négociation que Donald Trump essaie de mettre en avant. Selon vous, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains jours? Well, I mean, first of all, it's only prudent to prepare for war when the United States has been, reinforcing its depleted position. I think people need to understand that. There's a reason why we're not at war right now, Nima, and you know the reason. Iran won. It was the United States that was compelled to seek a ceasefire after the humiliation it suffered outside Isfahan, the recognition that we had no recourse. We were done. We had shot our bolt. There was nothing left. We were unable to prevent Iran from continuing to launch ballistic missiles that were having great effect against the United States and its regional allies. The regime was stronger than ever. Le régime était plus fort que jamais. On n'avait plus aucun moyen d'influencer le détroit d'Ormuz. L'Iran en avait le contrôle total. Et notre arsenal était épuisé. Les armes de frappe à longue portée qu'on avait utilisées, les armes à distance, n'étaient plus disponibles. Pour continuer à maintenir une pression militaire crédible sur l'Iran, il a fallu remettre nos avions en zone de danger. Et, contrairement aux déclarations beaucoup trop optimistes de Pete Hegseth et d'autres, la défense aérienne iranienne n'avait pas été détruite. Elle était bien opérationnelle et elle a abattu des avions américains, en a endommagé d'autres. Et au final, Trump a été obligé de reconnaître la réalité. Maintenant, il reconnaît la réalité, mais à sa manière, celle de Donald Trump, c'est-à-dire en étant irréaliste. Et c'est pour ça qu'on a vu le cessez-le-feu. Pour une raison ou une autre, Donald Trump a choisi de ne pas déclarer la victoire et de s'en aller à ce moment-là. À la place, il a adopté une posture destinée à donner l'impression que l'Iran avait perdu la guerre. Mais l'Iran n'avait pas perdu la guerre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si les États-Unis reprenaient des opérations militaires, comme aime le dire Pete Hegseth et ses amis, encore une fois, je ne peux pas parler au nom du gouvernement iranien, et je me garderai bien d'essayer, mais en lisant ce qu'ils ont déclaré. L'idée, c'est que les Émirats arabes unis cesseraient d'exister comme État-nation moderne, que toute leur capacité de production d'énergie serait détruite. Maintenant, est-ce que l'Iran irait jusqu'au bout, en frappant les usines de dessalement et en provoquant le départ des populations d'Abu Dhabi et de Dubaï, comme du reste du pays? Eh bien, personne ne le sait. C'est ce que moi je ferais. Mais bon, je suis un va-t-en-guerre assoiffé de sang. Donc vous voyez, comparé aux Iraniens, qui ont en réalité fait preuve d'une grande retenue dans l'usage de la force, trop, diront certains, vu ce qu'ils ont subi, je pense qu'il faut rappeler à votre public qu'ils ont été victimes d'une trahison, d'une attaque surprise. À un moment où les États-Unis affirmaient chercher une solution diplomatique, Israël et les États-Unis ont mené une attaque surprise. Non pas pour réduire une capacité militaire, mais pour détruire un État-nation, pour éliminer un régime en tuant des civils. Il n'y a plus aucune raison pour que l'Iran fasse confiance aux États-Unis, et il ne le devrait pas. C'est pourquoi l'Iran doit se préparer au pire scénario possible. Mais si on regarde les choses avec réalisme,
Les mêmes conditions qui ont poussé Donald Trump à chercher un cessez-le-feu 39 jours après le début de son opération de changement de régime existent encore aujourd'hui. Les États-Unis ont démontré qu'ils n'avaient aucune capacité à influencer le détroit d'Ormuz. L'opération Freedom est une humiliation pour les États-Unis. Operation Freedom is a humiliation to the United States. Unspoken in this is Vous savez, ce qu'on ne dit pas vraiment là-dedans, c'est cette drôle de guerre que les États-Unis ont menée contre eux-mêmes et contre des bateaux de pêche civils aux Émirats arabes unis. On a déchaîné la force létale contre des innocents en pensant qu'il s'agissait de vedettes iraniennes, alors que ce n'était pas le cas. On a tiré des missiles qui apparemment ont touché des installations pétrolières en Iran et aux Émirats, causant des dégâts. Les Émiratis, eux, se sont retrouvés à tirer dans le vide, déclenchant leur système de défense aérienne sans abattre quoi que ce soit, pendant que les Iraniens, de leur côté, se demandaient simplement ce qui se passait. Et puis, les États-Unis se sont repliés. En somme, on a perdu une bataille qu'on a menée contre nous-mêmes. Je pense que tout le monde devrait bien comprendre ça. L'Iran, lui, a clairement montré qu'il avait la capacité d'intervenir de manière létale dans le Golfe. Il a touché plusieurs navires et il a bien fait comprendre qu'il continuerait à le faire. Il contrôle totalement le Golfe. Je ne sais pas quelle activité d'escorte imaginaire les États-Unis ont menée, mais j'imagine que c'est aussi fictif que la guerre qu'on a menée contre nous-mêmes. Franchement, c'est embarrassant d'être américain aujourd'hui quand on regarde où on en est. Les États-Unis n'auraient jamais dû se retrouver dans une telle situation. On est dirigé par de vrais fous. Le président est littéralement fou, allié. C'est un homme atteint d'un trouble de la personnalité narcissique, dans sa forme la plus maligne qui soit. On n'a plus de république constitutionnelle. On a à Washington un véritable culte de la personnalité. Et on est entouré de gens qui n'ont pas prêté serment à la Constitution ni à la nation, mais à un individu. Et Pete Hegseth, eh bien, il en est l'exemple parfait. Il incarne tout à fait ça. Hier, il s'est assis là, le visage impassible, et il a déclaré que le détroit d'Ormuz était protégé par un parapluie rouge, blanc et bleu. Alors, Pete, comment ça se présente aujourd'hui? Eh bien, ça n'existe tout simplement pas. Marco Rubio a dû reconnaître qu'on venait, en gros, de couler plusieurs navires civils parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la marine américaine a paniqué, qu'elle a eu peur, qu'elle a été effrayée par des fantômes. Ce n'est pas normal. On est censé être une superpuissance. Je veux dire, quand on envoie nos forces, on le fait sans conviction. Franchement, je ne sais pas ce qu'on fait. On vit dans un monde imaginaire en ce moment, et c'est bien ça le problème. Donc, non, je ne crois pas qu'on va attaquer l'Iran, parce qu'on ne peut pas. On n'a rien pour les attaquer. Regardez tout le battage qu'il y a autour de ça. On envoie le Dark Eagle, comme si les Iraniens allaient aussitôt paniquer, Rosman, terrorisés, comme s'ils allaient perdre tout contrôle, tellement ils ont peur. Et maintenant, les États-Unis annoncent qu'ils vont déployer le Dark Eagle. Et les Iraniens, visiblement, sont prêts à se rendre maintenant. Ils sont prêts à signer un document d'une page qui n'existe pas. Le Dark Eagle, c'est une illusion. Je veux dire, oui, on a bien produit 8 missiles qu'on appelle Dark Eagle. Oui, c'est vrai. Ils coûtent 41 millions de dollars chacun, et ils ne fonctionnent pas. On ne sait pas à quel point ils sont létaux. On sait qu'ils peuvent décoller, et on sait qu'ils peuvent atterrir. Mais on ne sait pas ce qu'ils font une fois qu'ils ont atterri, parce qu'on ne les a jamais vraiment testés sur une cible renforcée. On ne connaît pas la létalité de ces engins. Et pourtant, en les déployant, on envoie un message aux Iraniens. On leur montre qu'on peut atteindre et frapper leur capacité de missiles balistiques. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon nous, les Iraniens ont retiré leur capacité de missiles balistiques
au-delà de la portée de nos munitions de frappe de précision existantes, celles qu'on a déjà toutes utilisées et qu'on n'a plus du tout. Du coup, on doit faire venir le système Dark Eagle, 8 missiles qui ne fonctionnent pas. Et ça résume assez bien la réalité américaine d'aujourd'hui. On a une armée très coûteuse, spam, qui a fière allure sur le papier, mais qui ne marche pas. Les Iraniens, eux, ont une armée qui fonctionne, et ils ont clairement fait savoir que si on les frappe, ils riposteront de manière décisive. Certains pays prennent ça très au sérieux. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence. Le Koweït est en panique parce qu'ils savent que si l'Iran décide d'appuyer sur le bouton, c'est fini pour eux. C'est terminé. Les Qataris, eux, se disent « On essaie d'être amis avec l'Iran, s'il vous plaît, ne nous frappez pas ». Mais bon, vous avez laissé cette base américaine s'installer et on ne sait toujours pas clairement quelle est votre position vis-à-vis des États-Unis. Et en plus, vous signez des absurdités au Conseil de sécurité. Il est temps que les États arabes du Golfe reconnaissent qu'il y a des gentils et des méchants dans ce conflit, et qu'ils se trouvent du côté des méchants. C'est comme ça, tout simplement. Ils se sont rangés du côté d'Israël. Oui, du côté d'Israël. Je le répète encore une fois, ils se sont rangés du côté d'Israël. Les États arabes du Golfe se sont rangés du côté d'Israël, un pays qui a commis un génocide contre les Palestiniens et qui attaque en ce moment une autre nation musulmane. Alors je sais bien que les Iraniens sont chiites et que les États du Golfe sont majoritairement sunnites et qu'il y a une histoire entre eux. Mais là, ils s'alignent littéralement avec les grands sionistes qui croient au concept du Grand Israël. Et le terme qu'on entend souvent en Israël quand on parle du Grand Israël, c'est espace vital. Vous savez comment on dit espace vital en allemand? Lebensraum. Lebensraum. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que le Lebensraum, c'était une politique nazie liée au plan Ost, le plan Est, qui a été mis en œuvre en Biélorussie. Des millions de personnes ont été tuées. Ce plan visait à commettre un génocide contre les peuples slaves pour créer un espace vital pour la race aryenne. Heureusement, la guerre s'est terminée. Les nazis ont perdu. Mais des millions de Slaves ont perdu la vie, plus que le nombre de Juifs tués par les nazis d'ailleurs. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de l'Holocauste des Slaves qui a eu lieu. C'est pour ça que le jour de la victoire donne lieu à un si grand défilé, probablement autour du 8 mai. C'est un événement majeur parce que l'Union soviétique, les peuples slaves, étaient voués à l'extermination par l'Allemagne nazie. Et ils ont vaincu ce fléau presque seuls parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais c'est ça, Israël. Le monde islamique ne comprend pas qu'il n'a pas d'autre choix que d'éradiquer Israël. Israël est un fléau pour l'humanité. C'est la nation la plus malfaisante qui existe aujourd'hui. Et juste derrière, il y a les États-Unis. Et pourtant, les États arabes du Golfe se rangent du côté d'Israël, du côté des États-Unis, alors que nous avons mené une guerre d'agression sans aucune légitimité. Et nous avons perdu. Voilà la vérité. Nous avons perdu, et nous ne pouvons pas gagner. Donald Trump peut dire ce qu'il veut à ce sujet. Nous allons reprendre avec encore plus de violence. Avec quoi, Denis? Avec quoi? Quelles armes comptes-tu utiliser que tu n'as pas déjà utilisées? Tu n'as plus d'armes. Elles sont toutes parties. Toutes les munitions de précision empilées, disparues. Oui, vous avez vidé le monde de vos intercepteurs de missiles, mais l'Iran les épuisera en 2 ou 3 jours d'activité de lancement. Et l'Iran a beaucoup de missiles, bien plus que vous n'avez d'intercepteurs. Au final, vous allez vous retrouver face à la même équation. Vous n'avez aucune défense contre l'une des capacités offensives les plus sophistiquées au monde aujourd'hui. Le programme de missiles balistiques iranien. Et les Iraniens détruiront tout. Quant à l'idée que les États-Unis vont infliger des dégâts mortels à l'Iran, ce n'est pas garanti. On ne connaît pas tous les détails, mais d'après ce que je vois venant d'Iran, on a fait exploser une série de bâtiments vides.
based upon what I'm seeing out of Iran, we blew up a bunch of empty buildings. And the Iranians are in the process of rebuilding these empty buildings. Et les Iraniens sont en train de reconstruire ces bâtiments vides. C'est ce qu'ils font. Mais le matériel qui se trouvait dans ces bâtiments n'était plus là quand ils ont été détruits. Et il existe toujours. L'idée qu'on ait infligé un dommage létal à l'Iran est complètement absurde. Vous savez, la capacité de production de missiles balistiques, d'ailleurs, je pense qu'elle a fortement augmenté pendant cette période par rapport à avant. Parce que l'Iran a pris tout ce qui se trouvait à l'extérieur, à Parchin, et l'a mis sous terre. C'est un peu comme ce qu'on a fait avec les Allemands, quand on a essayé de détruire leur capacité de production de chasseurs Messerschmitt en bombardant les usines de roulement à billes et d'autres sites. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de pousser la production sous terre. En 1944, au plus fort des bombardements, les Allemands produisaient plus de chasseurs Messerschmitt que jamais auparavant. Aujourd'hui, l'Iran produit plus de missiles que jamais. On n'a rien intercepté, on n'a rien arrêté. C'est la réalité. Alors, vous savez, Trump peut rester là à lancer des mots, Pete Hegseth aussi peut rester là à lancer des mots. Mais la réalité, elle, est connue de l'Iran. Et c'est ça qui compte le plus, parce qu'ils savent très bien que tout ça, c'est du vent. Ils savent que tout ce qui se dit aux États-Unis est complètement absurde. Et ça les encourage à être agressifs. S'il y avait la moindre hésitation du côté iranien, ça voudrait dire que peut-être les États-Unis tiennent quelque chose. Mais il n'y a aucune hésitation. Aucune. Maintenant, est-ce qu'ils aimeraient voir... Vous savez, la pression que subit l'Iran ne vient pas des États-Unis. Elle vient de la Russie, de la Chine, surtout de la Chine. Et la Chine paie un prix économique énorme, vraiment énorme. Mais la Chine reconnaît aussi qu'il est absolument nécessaire de ne pas céder à la pression américaine. Donc les Chinois et les Russes cherchent des compromis qui ne fragiliseront pas l'Iran. Je pense que le grand compromis russe, qui ferait partie d'un plan, ce serait de retirer de l'Iran l'uranium enrichi à 60%. Je sais que beaucoup d'Iraniens disent que ça n'arrivera jamais. Moi, je dis que ça arrivera, parce que ça doit arriver. C'est la logique même. Cela empêche que cet uranium tombe entre les mains des Américains, ce qui serait une défaite, puisque les États-Unis disent « nous l'aurons ». Eh bien non, ils ne l'auront pas. Je pense qu'ils parlent aussi de geler l'enrichissement pendant un certain temps. Et ça, c'est logique, parce qu'il faudra du temps à l'Iran pour reconstruire ses infrastructures. Les Russes, eux, interviendront pour fournir le combustible au programme nucléaire iranien et le développer. Et ça va aussi donner aux États-Unis la possibilité de vivre 12 à 15 ans de transformation intérieure, de s'éloigner de cette nation agressive, hyperactive, un peu stupide que nous sommes, pour devenir peut-être un pays plus réaliste. Donald Trump sera mort et enterré quand l'enrichissement sera gelé. Il ne va pas vivre encore très longtemps, et tous ceux qui l'entourent seront vieux, édentés et sans importance. Il y aura une nouvelle génération de responsables qui devront faire face à une réalité multipolaire. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens diront qu'il est tout à fait logique que l'Iran dispose de ce qui est autorisé par l'article 4 du traité de non-prolifération nucléaire. Donc je pense que c'est une voie que l'Iran peut accepter. Je veux dire, encore une fois, je ne peux pas parler au nom des Iraniens, mais je pense que c'est là qu'est la solution. Le détroit d'Ormuz. Je crois qu'il y a une solution possible entre l'Iran et Oman. Vous savez, on continue de l'appeler une voie maritime internationale, mais en réalité, si on regarde le droit international de façon stricte, ce n'en est pas une. C'est une voie d'eau contrôlée par l'Iran et par Oman. Maintenant, que l'Iran décide ou non de faire payer des droits de passage, ça c'est négociable. Mais ce qui ne l'est pas, c'est le contrôle de fait de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Donc il y aura forcément un échange à ce niveau-là. La partie faible de cet accord, évidemment, c'est ce que les États-Unis doivent faire. L'Iran veut la levée immédiate des sanctions.
Les États-Unis, eux, parlent d'un processus très progressif. Et dès que vous entendez le mot « progressif » dans la bouche des Américains, ça veut dire ils ne vont pas le faire. On ne le fera jamais, parce qu'on les juge selon des critères artificiels auxquels nous-mêmes, on ne se conforme jamais. Tu vois, notre objectif, c'est de faire traîner les choses et de donner juste assez aux Iraniens pour qu'ils se disent « on ne veut pas retourner à la guerre ». Mais à ce stade, l'Iran, c'est plutôt « allez, on y va ». Ils ne jouent plus à ce jeu stupide. Et les États-Unis vont devoir faire quelques concessions là-dessus. Tu sais, Trump a peut-être une rencontre prévue avec Xi Jinping. On pourrait voir un peu de mouvement de ce côté-là. Il y a beaucoup de discussions en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Tout à l'heure, on parlait de la possibilité d'un grand accord. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit maintenant. Les États-Unis et la Russie essayent de négocier une sorte de grand compromis qui permettrait de régler à la fois la question de l'Ukraine et celle du conflit iranien. Tu sais, on peut parler de l'Ukraine plus tard si tu veux. Je pense que l'Ukraine est sur le point de mourir d'une mort très violente, une mort violente bien méritée. Je prie pour que l'Ukraine lance des drones contre la Russie le 9 mai. Je prie pour que ça arrive, parce que ça obligerait la Russie à faire ce qui aurait dû être fait il y a plus d'1 an. Éliminer physiquement le régime de Zelensky et tout ce qui l'entoure. Détruire l'Ukraine comme État-nation moderne. Qu'ils aillent au diable, ce pays. Ils ont eu des occasions de faire la paix. Et je pense aussi qu'en même temps, il faut frapper l'Europe. Je crois que l'Europe va être touchée par les forces russes. Je pense que l'Europe mérite d'être frappée. Quand on ouvre un corridor, ce n'est plus discutable. L'un de ces drones ukrainiens a touché un immeuble en Lettonie ou en Estonie, il a fait un trou, tiré. Tout le monde est censé dire « faut pas en parler ». Pourquoi? C'est un drone ukrainien qui survole votre territoire et frappe des cibles stratégiques près de Saint-Pétersbourg. Ça ne va pas durer, vous savez. Dans moins d'1 mois, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg va se tenir, le plus grand forum de ce genre au monde. Et vous pensez que la Russie va rester là, tranquille, en disant « oui, on invite le monde entier à venir pendant que l'Ukraine nous attaque avec des drones ». Ça n'arrivera pas. On arrive à un point de rupture. Tout arrive à un point de rupture. Et vous savez, ça va être violent. Mais l'Europe n'a rien. L'Europe, c'est comme les États-Unis. Que des mots, pas de substance. Ou comme on dit au Texas, beaucoup de chapeaux, pas de bétail. Scott, tu as parlé du détroit d'Ormuz et du programme nucléaire iranien, je crois. Mais la première chose que les Iraniens doivent faire, c'est mettre fin à la guerre, définitivement, sur tous les fronts. Et juste après ça, ils évoquent le détroit d'Ormuz. Ça n'arrivera jamais. Comment tu penses que ça va se répercuter sur toute la région? Parce que Israël est en train d'attaquer le sud du Liban. Les frappes ont lieu en ce moment même. Oui. Je pense simplement que c'est de l'illusion, de la pensée magique, de croire que les États-Unis vont réussir à prendre le contrôle total du programme nucléaire iranien. C'est aussi de l'illusion, du côté iranien, de croire qu'un plan de paix va forcément impliquer toute la région. Ce n'est pas le cas. Le problème entre Israël et le Hezbollah est un problème spécifique à ces deux-là, et il exige qu'Israël se retire physiquement du Liban. Autrement dit, le Hezbollah va devoir continuer à leur mettre la pression. Les gens oublient que le Hezbollah a déjà battu les Israéliens une fois, directement, les forçant à quitter le Liban. Et ensuite, ils les ont tenus en échec en 2006, je crois. Et aujourd'hui, ils sont en train de battre Israël. Le Hezbollah était censé être vaincu, ne plus exister, avoir disparu. Mais les troupes israéliennes, livrées à elles-mêmes, se font massacrer chaque jour. Ils ne peuvent plus avancer.
et il n'y a pas de solution à ça. Donc, vous savez, même s'il existe une sorte de quasi-cessez-le-feu, je pense que si les Iraniens insistent pour régler le conflit entre Israël et le Hezbollah, c'est voué à l'échec. Ce serait comme si les États-Unis demandaient à l'Iran d'abandonner tout son programme nucléaire. Ça n'a pas de sens. Il faudrait détruire physiquement Israël pour que ça arrive. Et je ne sais pas si l'Iran est prêt à aller jusque-là, aujourd'hui. Les Iraniens sont des stratèges. Ils l'ont prouvé. Ils ont fait preuve d'une grande clairvoyance en ne cherchant pas à obtenir l'arme nucléaire. Je veux juste rappeler à tous ceux qui disent que cela prouve qu'il faut que l'Iran ait la bombe nucléaire. Non, c'est faux. C'est exactement le contraire. L'Iran, sans arme nucléaire, a tenu tête à deux puissances dotées de l'arme atomique, l'Est et Israël. Et l'Iran sait très bien que s'il acquérait l'arme nucléaire, ça changerait complètement la donne. La première conséquence, ce serait de donner raison à tout ce qui a été dit sur l'Iran. Et à partir de là, il perdrait tout le soutien politique qu'il a réussi à gagner. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran est perçu comme la victime. Si l'Iran décidait d'avoir l'arme nucléaire, il ne serait plus la victime, mais le coupable. Peu importe comment on essaie de le justifier, ce sont les faits. Mais l'Iran n'en veut pas. Je l'ai entendu directement de la bouche du président. Je l'ai entendu du ministre des Affaires étrangères. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours là, et ils n'en veulent toujours pas. Et je ne pense pas que le fils contredira le père quand il s'agit du guide suprême. Tu sais, il ne va pas se retourner et dire « Bon, tout à coup, le génie religieux de mon père, les 2 fatwas qu'il a émises, non, c'est n'importe quoi. On va se doter de l'arme nucléaire. » Il ne fera pas ça. Donc, l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires. Je sais qu'il y a des durs au sein du commandement des gardiens de la révolution iranienne qui tiennent certains discours. Ils l'ont toujours fait. Mais ce ne sont pas eux qui décident. Ce ne sont pas eux qui prennent la décision finale. Et l'Iran ne va pas acquérir l'arme nucléaire. Il y aura, tu sais, un compromis sur la question nucléaire. C'est ça, le génie de l'Iran. Il pense à long terme. Et en ce moment, je pense qu'avec la situation, l'Iran doit être prêt à riposter fermement. Parce qu'au fond, la dissuasion ne fonctionne que si les gens croient que tu es vraiment prêt à agir. Alors vous savez, si jamais il frappe, l'Iran doit éliminer les Émirats arabes unis. Totalement. 100%. Plus rien. Et là, ce serait la preuve qu'on est une puissance capable d'anéantir des États-nations. Qui veut être le prochain à mourir? C'est ça la dissuasion en soi. Choisir les Émirats arabes unis, c'est plutôt bien, parce qu'ils sont une extension d'Israël. On sait maintenant que des troupes israéliennes ont combattu sur le sol des Émirats. Les Israéliens ont apporté le dôme de fer là-bas, avec des soldats sur place. Pourquoi le monde musulman ne s'indigne-t-il pas de ça? C'est ce que je ne comprends pas. Où est l'Arabie Saoudite? Où est le Qatar? Où est le Koweït? Où est Bahreïn? Où sont tous ceux qui devraient dire aux Émirats arabes unis « Vous êtes désormais les parias, on vous rejette ». On vous chasse. Vous savez, mais ils n'en parlent pas. Ils restent silencieux. Pourtant, c'est une humiliation pour le monde musulman de voir Israël qui méprise le monde musulman, qui méprise les États arabes du Golfe et qui cherche à établir un grand Israël, déployer des troupes sur le sol d'un pays arabe. C'est choquant. Mais je pense que les Iraniens sont capables de comprendre que la solution pour l'avenir, et c'est là que les Chinois, et dans une moindre mesure les Russes, entrent en jeu, c'est l'économie. La libération économique de l'Iran sera la victoire ultime. Le détroit d'Ormuz est essentiel pour cela, parce que c'est leur bombe nucléaire pétrolière. Autrement dit, si quelqu'un s'en mêle à nouveau, ils n'auront qu'à agir. Ils n'auront qu'à vous étouffer. Ils vont garder des liens très étroits avec les Houthis, qui peuvent bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Donc il y a 2 points d'étranglement stratégiques. C'est la fin de l'Occident,
Ils l'ont déjà prouvé. Et c'est ça la dissuasion ultime, parce qu'ils ont montré ce dont ils sont capables, et nous, on a montré qu'on ne peut rien y faire. C'est pour ça, à mon avis, que ça empêche un conflit futur. Il n'y a pas de solution militaire. Si les États-Unis frappaient l'Iran, ce serait pour des raisons politiques. Et quand on a affaire à un narcissique mentalement instable, ce qui est notre cas, un homme malade à la Maison-Blanche, tout devient possible. Mais j'espère qu'il est entouré de suffisamment de gens pour lui dire « On ne peut pas gagner cette guerre et les conséquences seraient fatales pour nos alliés dans la région du Golfe arabe. » Et ça provoquerait aussi une dépression mondiale, surtout pour nous aux États-Unis. Ensuite, il faut penser à ton héritage politique, à ce que sera ton avenir. Et la réalité, c'est que tu risques non seulement d'être destitué, mais aussi d'être condamné. Et là, tu vois, ce serait la fin de ta famille. J'espère que des gens lui disent ça, et que le cerveau embrouillé de cet homme fou réalise qu'il a son avenir juste devant les yeux. Il doit se retirer de cette guerre. Et l'Iran doit, sans renoncer à l'essentiel, lui permettre de s'en retirer. Je pense que c'est le message que la Russie envoie et que la Chine envoie aussi. Scott, quel a été l'accomplissement de Benjamin Netanyahou avec cette guerre contre l'Iran? Parce qu'on a appris, d'après plusieurs rapports récents, des choses sur les bases américaines dans les pays du Golfe. Et justement, hier encore, il y avait un article du Washington Post qui expliquait à quel point ces bases avaient été touchées par des missiles et des drones iraniens. Et je dirais que ce n'est pas une question qui concerne les États-Unis, mais bien Israël. Parce que ce qui s'est passé dans les pays du Golfe a eu un impact direct sur la situation des intercepteurs, sur le système de défense aérienne israélien. Alors, dans quel état se trouve Israël aujourd'hui? Je dirais que c'est là le vrai bilan du gouvernement de Benjamin Netanyahou, parce qu'il cherchait à obtenir ce résultat depuis très longtemps. Quelle a été, au final, l'issue pour Israël? Une défaite stratégique. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Rien. Absolument rien. En fait, c'est même l'inverse. Parce qu'en réalité, le programme nucléaire iranien, la militarisation de ce programme, n'existe que dans l'esprit des Israéliens. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'ils ont fait en lançant ce conflit censé éliminer à jamais le potentiel nucléaire de l'Iran, c'est semer les graines de nouvelles illusions. Parce que maintenant, les Israéliens, comme ils projettent leurs propres intentions sur les autres, se disent « Eh bien, on les a attaqués ». Vous savez, il y a ce vieux dicton « Si tu veux frapper le roi, tue le roi ». Ils ont frappé l'Iran, mais ils n'ont pas tué l'Iran. Et maintenant, l'Iran est toujours là. Et cette guerre va se terminer sans l'éradication totale du programme nucléaire iranien. Ce qui veut dire, dans l'esprit nourri de fantasmes des Israéliens, que l'Iran garde non seulement la capacité de produire une arme nucléaire, mais qu'il a maintenant la motivation, la justification à cause de ce qu'Israël a fait. Et ça va rendre des gens comme Netanyahou complètement fous. Ça va aussi créer une situation politiquement intenable, parce qu'il va être exposé. C'était son dernier coup. C'est pour ça que les Israéliens s'accrochent, parce qu'au final, il n'a battu personne. Vous savez, tout a commencé le 7 octobre. Ils n'ont toujours pas mené d'enquête complète là-dessus. Et quand ils le feront, la carrière politique de Benjamin Netanyahou sera terminée, parce qu'il deviendra évident que ses échecs en tant que dirigeant ont contribué à rendre possible ce qui s'est passé le 7 octobre. Pendant qu'il combattait le Hamas et que le Hamas le tenait en échec, il a dû, disons, élargir la guerre pour justifier son maintien au pouvoir. Alors il s'en est pris au Hezbollah. Et vous savez, il a tué Hassan Nasrallah, il a fait exploser les batteries patriotes, et il pensait qu'il allait gagner là-bas. Ensuite, il a étendu le conflit à la Syrie. Mais ça n'a pas suffi, parce que quoi qu'il fasse, il ne réglait aucun de ses problèmes.
il faisait toujours face aux mêmes difficultés politiques internes, totalement impopulaires auprès du peuple israélien. Rappelez-vous, c'est un homme qui, même avant le 7 octobre, avait des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues réclamant sa démission, parce qu'il cherchait à modifier la loi fondamentale en Israël pour se placer au-dessus des lois. Il n'aurait pas pu être poursuivi pour les affaires de corruption pour lesquelles il est justement poursuivi aujourd'hui. Et vous savez, c'est un peu comme un système de Ponzi. Pour rester au pouvoir, il devait sans cesse s'étendre. Mais tout ça reposait sur un mensonge, parce qu'il n'allait jamais obtenir la moindre victoire. Le point de rupture, ça a été l'Iran, bien sûr. Et pour que l'Iran soit possible, il fallait que les États-Unis en fassent partie. Israël n'aurait jamais attaqué l'Iran à une telle échelle sans l'implication américaine. Et il se trouve qu'il avait à Washington un pigeon complètement fou qui a écouté ces absurdités et qui a accepté tout ça. Mais ça a échoué. Il n'a plus aucune issue, Netanyahou. Aucune. On assiste donc inévitablement à l'effondrement politique de Netanyahou. Il ne peut pas survivre à ça. Vous savez, la vérité finira par sortir sur les dégâts qui ont été causés. Mais ne faites pas comme si vous viviez dans un monde où l'Iran aurait détruit toute l'infrastructure militaire américaine dans les États arabes du Golfe sans causer le moindre dommage à Israël. Les mêmes armes qui ont frappé les bases américaines ont aussi touché Israël, et ce dernier essaye de le cacher. Mais des dégâts importants ont bien été subis. L'armée israélienne le sait. Maintenant, elle est piégée dans une guerre sans fin au Liban. Le Hezbollah, qu'il pensait avoir vaincu, ne l'est pas. Et Gaza pourrait de nouveau exploser. La Syrie, elle, est hors de contrôle. Et maintenant, ce que Netanyahou a fait, c'est créer une nouvelle menace iranienne sous la forme de la Turquie, en disant qu'il faut encore étendre tout ça. La Turquie est membre de l'OTAN. Et là, Israël parle de la possibilité d'un conflit armé contre la Turquie. C'est fini. Du point de vue iranien, c'est typiquement le genre de situation où il suffit d'attendre et le problème finira par se résoudre tout seul. Israël file tout droit vers l'insolvabilité nationale. Leur économie est en ruine. C'est pour ça qu'ils avaient besoin des accords d'Abraham. Et leur principal partenaire dans ces accords, les Émirats arabes unis, sont en train de faire faillite en ce moment même. Des actes de désespoir. Ils rappellent un prêt de 3,5 milliards de dollars qu'ils avaient accordé aux Pakistanais, expulsent 15 000 Pakistanais et leur confisquent leur argent au passage. Ils se retirent de l'OPEP pour pouvoir inonder le marché avec leur pétrole. Sauf, ils ne peuvent pas, parce que le détroit d'Ormuz leur est fermé. Tu sais, Israël est en train de s'effondrer. Tout le projet du Grand Israël s'effondre. Le mieux que les Iraniens puissent faire, c'est simplement le laisser s'effondrer. Parfois, il suffit de se mettre de côté et de laisser les choses se faire. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne verra pas de plan de paix régional global, parce que c'est impossible. Israël, en ce moment, enfin, regarde les Iraniens. Si on avait eu cette conversation, je sais pas, en avril de l'année dernière, et qu'on avait dit que l'Iran allait tout détruire et faire tout ça, on se serait dit tous les deux. Peut-être une gestion de l'escalade. Peut-être. Mais non, le gouvernement iranien ne fait pas des choses décisives comme ça. Eh bien, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est une bataille d'une ampleur existentielle. Ils n'ont pas le choix. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Croyez-moi, s'ils avaient eu des options, je pense qu'ils les auraient saisies. L'histoire le montre bien. Mais ils n'en avaient pas, alors ils ont frappé. Et Israël se trouve aujourd'hui dans une situation assez similaire. Le pays fait face à une lutte d'une ampleur existentielle. Et la dernière chose à faire, c'est de pousser une nation confrontée à un tel combat dans un coin, au point qu'elle n'ait plus aucune option. Très bien. Alors, laissons Israël mourir. Laissons-les mourir.
puisque c'est ce qui se passe. Ils sont en train de mourir. Laissons-les mourir. Ce serait mon conseil. Mais je ne pense pas que, si l'Iran pousse cette affaire jusqu'au bout, je ne vois pas Israël céder. Parce qu'on parle encore une fois d'un autre narcissique, Benjamin Netanyahou, qui pense à son héritage politique et à la perspective de finir sa vie en prison. C'est quelque chose de très personnel pour lui. Alors, pourquoi forcer les choses? Pourquoi le pousser à bout? Pourquoi le contraindre à faire quelque chose d'irrationnel? En ce moment, il est contenu, maîtrisable. Il est coincé dans une guerre qu'il ne peut pas gagner au Liban. Et il a des problèmes politiques chez lui. Il ne faut pas lui donner l'occasion de devenir un martyr. C'est pour ça que je pense qu'on ne verra pas de mesures décisives contre Israël. Israël a perdu cette guerre. Ils l'ont perdue. C'était un pari énorme de sa part. Et c'est pour ça que les Israéliens sont en colère contre les États-Unis. Parce qu'ils savent que si les États-Unis cherchent à se retirer, c'est la fin du pari. Ils ne peuvent pas gagner sans les États-Unis.